Merci d'abord de l'invitation aux organisateurs. C'est un véritable privilège là, d'être ici à Québec. Québec, c'est ma ville natale. J'ai toute ma famille ici, donc c'est vraiment le fun d'avoir la chance de revenir ici et donner une conférence à l'ENAP. Donc, mon nom est Pierre Majoric-Léger, je suis professeur au HEC, je suis professeur en technologie de l'information. Mon domaine d'expertise, c'est l'interaction humain-machine, donc le UX. Et j'ai le privilège d'être titulaire d'une nouvelle chaire de recherche en expérience utilisateur, une chaire qui est financée par le CRSNG et un organisme provincial qui se nomme Prompt Innov. Et j'ai plusieurs partenaires là, financiers de ma chaire de recherche. Et j'ai la chance unique là, de faire de la recherche de pointe dans le domaine de l'expérience utilisateur. Et j'ai la chance d'avoir plein d'étudiants très, très talentueux là, qui travaillent avec moi, dont plusieurs ont fait des projets là, que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de vous parler de visualisation. Mon domaine de recherche, c'est l'utilisation des mesures issues des neurosciences, de la neuropsychologie, pour être capable de développer des mesures très précises de l'expérience vécue par les utilisateurs et d'être capable de rapporter ces informations-là aux concepteurs de solutions pour tenter de les améliorer, vraiment comprendre les moments clés, les points de friction avec un niveau de précision inégalé. Donc, moi, je suis un gars de Poly, je suis à HEC depuis près de 20 ans. Et c'est un environnement unique. J'ai accès, grâce à un financement fédéral, à un laboratoire qui se nomme le Tech 3 Lab, qu'on a cofondé, moi et mes collaborateurs. Et on a 8 salles de collecte, différents environnements très uniques là, pour mener nos recherches avec nos partenaires. Je vais commencer ma présentation dans la neige. Peut-être c'est ce qui nous attend d'ici quelques jours, compte tenu de la température. Je commence avec cette slide-là pour vous donner une analogie, essentiellement, un peu contraster ce que je tente de faire. Si on tentait de comprendre le comportement des utilisateurs et qu'on se limitait uniquement à regarder le comportement, ça serait l'équivalent de regarder des pas dans la neige. Hein. On aurait une très bonne idée où se dirige l'utilisateur. On pourrait même inférer de caractéristiques de l'utilisateur, comme par exemple avec la pointure de ses souliers, on pourrait mesurer la longueur de ses pas, la profondeur, d'avoir une idée de son poids. Donc, on pourrait avoir une certaine idée de où il est passé, mais on a une très mauvaise idée si on utilise, par exemple, l'analogie ici, c'est d'utiliser uniquement des sites comme Google Analytics là, pour mesurer le comportement de vos utilisateurs. Ce qu'on ne sait pas lorsqu'on regarde uniquement des pas dans la neige, on n'a aucune idée de ce que vit vraiment l'utilisateur. On n'a aucune idée de ses émotions. On ne sait pas ce que vit l'utilisateur qui marche à travers la clairière. Et on n'a aucune idée si l'utilisateur, par exemple, s'ennuie lorsqu'il utilise votre site web, ou si carrément le site web lui donne mal à la tête, ou que le site web génère un niveau de frustration parce qu'il n'a pas été optimisé pour un mode mobile. Donc tout ça, on n'a aucune idée. On sait où il va, mais on connaît très mal ses émotions, sa cognition, donc l'attention qu'il va porter, à quel endroit il regarde. Donc moi, mon domaine de recherche, c'est d'utiliser la mégadonnée que vous générez comme utilisateur lorsque vous interagissez avec toutes sortes de technologies, comme par exemple des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs. Nous générons, les humains, l'équivalent d'1 gigaoctet de données à l'heure d'émotion, de cognition, notre réaction biophysiologique. Et vous allez me dire, 1 gigaoctet, c'est pas beaucoup aujourd'hui. 1 gigaoctet de texte, c'est l'équivalent de l'encyclopédie Britannica. Donc, c'est énormément de données. Et l'objectif, c'est d'être capable de mobiliser cette donnée-là, de la visualiser, d'être capable de la rapporter au concepteur de telle sorte que ça vous donne des insights, des nouvelles façons de comprendre ce que vit l'utilisateur de manière très précise, à quel moment, par exemple, l'expérience n'est pas optimale. Donc, moi, j'ai dans mon laboratoire accès à toutes sortes de technologies, plein de beaux jouets, comme par exemple des casques électroencéphalographiques pour mesurer avec précision la charge cognitive des utilisateurs. On a tout un contexte où on peut mesurer, par exemple, l'émotion faciale des utilisateurs, leur regard grâce à des oculomètres. De mesurer avec précision, par exemple, l'interaction dynamique qu'il peut y avoir entre deux joueurs dans un jeu vidéo. Donc,
Tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qu'on fait à tous les jours au laboratoire pour permettre de vraiment optimiser, d'aller plus loin dans la création d'expériences vraiment optimales. J'ai toutes sortes de partenaires, puis je les mentionne ici parce que c'est évidemment des gens qui me fournissent interfaces, mais surtout du financement. Je travaille avec Desjardins Assurance, Mouvement Desjardins. Je travaille aussi avec la Banque nationale. Je travaille avec Deloitte Digital. D-Box qui fabrique les sièges vibrokinétiques. C'est peut-être un des meilleurs exemples. Hein, si on avait à mesurer, il y a beaucoup de feedback. Là, je vais tenter de reculer mon micro. Si on a à mesurer l'expérience vécue par... c'est pas assez fort. Attendez, là. Est-ce qu'il y a des gens dans la régie? 1, 2, 3. Là, ça va-tu mieux? D'accord. Donc, si on avait à mesurer l'expérience vécue par des gens en cinéma, si je brise votre expérience, puis je vous demande, et puis, comment vous aimez le siège D-Box, bien, j'interviens dans l'expérience que je veux mesurer. Hein. Donc, des mesures neurophysiologiques me permettent de comprendre avec très grande précision, on appelle ça de la résolution temporelle, à quel moment l'expérience est optimale. GDA Software, qui fabrique des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, Sobase, l'épicerie en ligne, un de nos partenaires de longue date, Vidéotron, qui, évidemment, vous connaissez, produit toutes sortes d'actifs numériques qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Pour bien comprendre le problème que moi, comme chercheur, ce qui m'intéresse de résoudre, c'est d'être capable de complémenter les mesures qu'on utilise en UX traditionnellement, des mesures perceptuelles ou comportementales. Et j'espère que lorsque vous allez quitter la conférence tout à l'heure, vous n'allez pas partir avec l'idée que ces mesures-là ne sont pas bonnes. Au contraire, mesurer la perception des utilisateurs dans un test utilisateur, c'est essentiel. La perception, là, c'est ce qui influence peut-être le plus l'intention d'utiliser et de réutiliser. Le problème, c'est les biais, nos biais d'humains lorsqu'on interagit avec un ordinateur, avec une technologie. Et c'est ça qu'on essaie aller au-delà du biais de la perception humaine. Donc, par exemple, ici, j'ai un professionnel de l'expérience utilisateur qui vient de finir de concevoir un nouveau site web et qui demande à notre utilisateur de l'essayer pour différentes tâches. Et donc, supposons qu'on demande à l'utilisateur de tenter de trouver un produit en particulier sur notre site web et que l'utilisateur passe quelques instants sur notre site. Après le test, on va lui demander, par exemple, dans quelle mesure vous avez trouvé ça facile, hein, supposons de 1 à 5, et que l'utilisateur nous répond 3 sur 5. Il y a quelque chose qui cloche. Hein. Clairement, l'expérience n'est pas optimale, mais on ne sait pas pourquoi l'utilisateur nous répond 3 sur 5. Peut-être qu'au début, c'était difficile, puis à la fin, c'était facile, puis il a fait une moyenne. Peut-être qu'il ne veut pas nous le dire, puis qu'il pense que notre site est super poche, puis il pense que c'est 1, mais il ne veut pas nous blesser. Peut-être qu'il ne s'en rappelle pas vraiment. Peut-être que, finalement, c'est une expérience générale, puis il n'est pas capable de nous dire qu'est-ce qui, finalement, est ce qui cause l'inconfort. Donc, la perception est importante, mais notre problème, c'est qu'en UX, on considère souvent l'utilisateur comme une boîte noire. On essaie de voir à travers la boîte sans la briser, mais nos mesures perceptuelles ne permettent pas vraiment de comprendre comment l'expérience est vécue émotionnellement, cognitivement, et quel est le comportement attentionnel de l'utilisateur. Donc, j'ai accès dans mon laboratoire à une vaste gamme de mesures, et ce que mes recherches font, là, si j'avais à résumer ce que je fais dans la vie, c'est cette slide-ci. Essentiellement, je tente de mesurer plus précisément ce que vivent les humains cognitivement, émotionnellement, et on tente d'aider les concepteurs à prendre des décisions basées sur des données empiriques, et éventuellement, même d'adapter les interfaces. Un projet que je ne vous présenterai pas ici, par exemple, j'ai travaillé avec la NASA l'année passée à concevoir une interface qui s'auto-adapte et qui envoie des contre-mesures à un utilisateur lors d'une tâche de vigilance extrême où on veut que l'utilisateur soit toujours prêt à réagir. Et donc, l'interface s'auto-adapte à cet engagement-là, s'assurer que l'utilisateur soit toujours prêt. Ce n'est pas ce que je vous parle aujourd'hui, mais c'est quand même dans un avenir rapproché. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puis ce qu'on va utiliser pour le reste de la présentation, c'est 3 concepts qu'on utilise souvent en UX, qu'on mesure de différentes manières, et je vais vous présenter des mesures objectives, des mesures, disons, biophysiologiques de 3 concepts. Et ensuite, on va tenter de les illustrer sous différentes formes pour essayer de comprendre, pour essayer de mieux diagnostiquer à quel moment l'expérience n'est pas optimale. Souvent, là, en fait, mes recherches, là, si j'avais à résumer à 2 questions, on se questionne sur à quel moment
et où dans l'interface, l'expérience n'est pas optimale pour être capable de ramener l'information de manière diagnostique au concepteur. Donc, d'abord, la valence émotionnelle. Donc, un construit qu'on va tenter de mesurer dans quelle mesure nos utilisateurs sont malheureux à heureux. Donc, on va appeler ça de la valence émotionnelle. Et tout au cours de la présentation, on va avoir un axe là, en vert pour parler de valence. Donc, la valence, c'est le plaisir. Donc, comment on mesure le plaisir de manière biophysiologique? Bien, nous, les humains, et c'est de la recherche là, qui retourne presque jusqu'à Darwin, là, on utilise les muscles du visage pour communiquer. Hein, je vous regarde tous présentement, là, vous avez tous des regards différents, mais vous me communiquez tous. Vous ne me parlez pas, mais moi, je suis capable de voir l'audience, là, et je vois des sourires, des gens qui peut-être interloqués par ce que je dis à l'avant. Donc, vous me communiquez de l'information, et moi, je vous en communique aussi. Et donc, les muscles du visage, en psychologie, ont été étudiés largement, et il y a des émotions humaines qui sont typiquement associées à des micro-mouvements, à des contractions des muscles. Comme par exemple, le muscle du frontalis est typiquement associé à une émotion de surprise, ou les muscles du zygomaticus, ici, est typiquement associé à une émotion de plaisir. Et ça fait longtemps qu'on sait ça, et dans la recherche, pour mesurer ces émotions-là, donc la probabilité d'avoir ces émotions-là, on utilisait auparavant toutes sortes de senseurs qu'on pouvait placer sur le visage pour mesurer avec précision la contraction des muscles. Disons, moi j'ai fait ça là, quand j'étais au doctorat, et disons que c'est très peu authentique. Là. Quand on a plein de fils d'en face, là, disons que ça vient comme un peu briser l'authenticité de ce qu'on veut mesurer. Depuis plusieurs années, il y a eu énormément d'avancées en intelligence artificielle dans le domaine pour être capable d'utiliser la vidéo, donc de la caméra, une simple caméra vidéo, une simple webcam, qui est pointée vers l'utilisateur pour mesurer en temps réel son émotion. Et moi, le logiciel que j'utilise au laboratoire se nomme Noldus, Face Reader, il y en a plusieurs autres, mais celui de Noldus est très bien validé, là. Et ce qu'il permet de faire, c'est de faire une prédiction 6 fois par seconde de l'émotion vécue par l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, mon utilisateur qui teste mon nouveau site web, bien, à 17 secondes de l'expérience, il y a clairement eu un moment de plaisir. Peut-être qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Hein? Donc, ici, ce que j'ai, c'est que j'ai une probabilité de classifier dans une catégorie heureuse. Donc, c'est du machine learning, là. Tout ce que vous avez entendu là, sur l'intelligence artificielle, mais c'est une manière d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle en UX. Mais à 32 secondes, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il était rendu à rentrer le code postal dans la commande, puis ça ne marche pas son affaire. Et si j'ai dans un test utilisateur plusieurs utilisateurs qui vont s'enfarger, puis qui vont avoir un problème à peu près au même moment, mais je commence à avoir des éléments à ma question. Là. Je commence à pouvoir répondre à la question à quel moment l'expérience n'est pas optimale. Et ce, dans un contexte où l'utilisateur, c'est dans ses interactions automatiques et inconscientes qui me fournit une partie de ma réponse. Donc, premier concept, la valence, on va y revenir tout à l'heure. On va passer à un deuxième qui est l'intensité. C'est une chose de savoir la direction de la valence, donc si je suis heureux ou malheureux. Mais ensuite, j'ai besoin de mesurer le niveau d'intensité de cette émotion-là. C'est ce qui va nous permettre de distinguer certains états discrets qui sont différents. Et donc, cette intensité-là, on va typiquement là, dans un continuum là, de calme à excité. Donc, c'est une mesure là, de l'intensité émotionnelle. Pour la mesurer, c'est une mesure là, qui aussi date de presque 100 ans. On appelle ça l'activité électrodermale ou l'activité galvanique. L'idée, c'est qu'on va mesurer dans la paume des mains, ou du moins en 2 endroits du corps, la conductivité. Essentiellement, c'est qu'on mesure la sécrétion de sudation entre 2 endroits, ce qui va nous informer d'une certaine intensité. Hein, donc, si vous êtes dans une montagne russe, vous avez beaucoup de plaisir, là, votre sudation va augmenter. Ou si vous êtes avant de faire une présentation, vous avez un peu de stress, votre sudation va aussi augmenter. Ce niveau d'activation-là ne nous informe pas en juste cette information-là. Il ne nous permet pas de savoir si la personne est contente ou pas contente. Si vous êtes frustré au service à la clientèle et que vous appelez quelque part, ou que si vous êtes dans une montagne russe, vous allez avoir le même niveau de sudation, puis je ne serai pas capable de distinguer le plus ou le moins. Par contre, si je prends cette information-là et j'amène la valence, là, je suis capable de venir caractériser, je suis capable d'avoir une information qui est plus précise, puis qui m'amène à être capable de mieux comprendre ce que vit l'utilisateur. Donc, notre deuxième point de données, là, on va utiliser l'activité électrodermale pour s'informer de l'intensité.
Le troisième concept qu'on va utiliser pour la visualisation, c'est la charge mentale. La charge mentale, c'est important en UX, là, c'est vraiment... On a besoin, nous comme utilisateurs, dans toute tâche, là, on a besoin d'investir une activité cognitive dans la tâche pour la réaliser. Donc, à moins que ce soit vraiment facile ou que je ne fasse rien, la charge mentale est nécessaire. L'idée, c'est qu'on ne veut pas, par notre développement, par la conception qu'on va proposer, que ça soit tout simplement tellement difficile que ça génère énormément de charge mentale. Un exemple là, de projet récent où on a travaillé beaucoup avec Sobase. Vous savez, faire une épicerie en ligne, c'est pas simple parce que très différent de faire une épicerie si vous allez chez IGA et que vous prenez vos produits dans le panier. Il y a plein d'éléments de décision que vous faites intuitivement, sans trop vous poser de questions, que lorsque c'est le temps de les faire avec un site web, mais là, ça devient très compliqué. Pensez, là, si vous avez une recette pour 4 personnes, mais que vous recevez 6 personnes, bien, vous avez des fractions, il y a une règle de 3 à faire, il y a des décimales. D'une certaine façon, faire son épicerie en ligne, c'est quasiment un test de mathématiques. Et il faut trouver des manières de réduire la complexité du choix. Et donc, la charge mentale est très importante. On voudrait trouver une manière de présenter l'information, que ce soit plus facile de prendre la décision, de rapprocher de l'activité de tous les jours, d'aller faire son épicerie. Comment on calcule ça, la charge mentale? Bien, je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'équipements au laboratoire pour la mesurer de manière très précise, comme par exemple un casque électroencéphalique qui nous permettrait de mesurer avec précision l'activité cognitive. Disons que pour beaucoup de recherches que je mène, c'est très utile. Disons que dans le quotidien de gens en UX, c'est peut-être l'artillerie lourde. Mais il y a d'autres manières de mesurer la charge mentale. Il y a d'autres indicateurs que vous générez lorsque vous interagissez avec une interface qui nous permettent de l'acquérir de manière plus simple. Et c'est la dilatation de vos pupilles. Et là, on va faire un petit cours Biologie 101 et on va faire une expérience ensemble. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est que lorsque votre charge mentale augmente, votre pupille, typiquement, devrait dilater. Et pour faire ça, on va faire un petit test de mathématiques ensemble aujourd'hui. Et je vais vous poser des questions de maths. Vous allez mettre 2 par 2 dans la salle. Trouvez-vous un collègue. Et vous allez vous regarder dans les yeux. Regardez-vous la pupille. Donc, pour ceux là, que ça fait peut-être longtemps qu'ils ont fait de la bio, la pupille, là, c'est le petit point noir que vous avez au centre des yeux. Regardez-vous bien dans les yeux, là, j'ai des questions de maths pour vous, là. OK? Alors, combien font 2 fois 3? Facile? D'accord? Continuez de vous regarder dans les yeux, bien comme il faut. Combien font 14 fois 17? OK. Est-ce que vous avez vu la pupille se dilater? À moins d'avoir Einstein à côté de vous, là, c'est pas mal certain que ça s'est dilaté, là. L'idée, c'est que si j'ai un oculomètre, donc un équipement qui permet de mesurer avec précision le regard d'une personne à l'écran, bien, je suis capable de prendre en une seule seconde 200 photos là, et d'avoir une très, très grande précision de la dilatation de votre pupille. Et de regarder en moyenne, lorsque je compare et que, évidemment, je contrôle pour la luminosité, la profondeur de champ, plein d'autres éléments qui pourraient faire varier la dilatation de la pupille, lorsqu'on contrôle pour les autres éléments, c'est une mesure très précise qui nous informe beaucoup de l'activité, de l'intensité de la charge mentale de l'utilisateur. Et on peut le faire de manière extrêmement peu intrusive. Là. Ça prend donc, un oculomètre, mais entre l'oculomètre et la petite caméra web, on a énormément d'informations qu'on est capable d'aller chercher dans le contexte du test sans même avoir de senseur branché là, physiquement sur l'utilisateur. Donc, ça donne ça à peu près. Là. Essentiellement, là, si on regardait en moyenne, là, ça donnerait quelque chose comme ça. OK? OK. Donc, ce que j'ai, moi, à ma disposition, c'est que dans mon contexte de laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on structure énormément la donnée qu'on collecte. Et si on regarde juste depuis 3 ans, là, on a fait plus de 150 projets, puis on a accumulé de l'information sur 3000 utilisateurs. Je vous disais tout à l'heure, là, un humain, 1 heure, c'est égal à une encyclopédie Britannica. Bien, 20 utilisateurs, par exemple, dans un projet moyen, là, c'est un semi-truckload d'encyclopédie Britannica. Et depuis 8 ans qu'on travaille sur le projet, on a accumulé l'équivalent de la librairie du Congrès américain en termes d'encyclopédie, d'émotion et de cognition humaine. Donc, on a énormément de données. Et avec mes collaborateurs en sciences de la donnée,
Notre but, c'est d'être capable de mobiliser cette donnée-là, bon, de créer des représentations visuelles faciles à utiliser par les concepteurs, mais aussi d'accélérer le temps que ça prend pour collecter. Lorsqu'on a commencé il y a 8 ans à faire ça, ça nous prenait, entre le moment d'un test et le moment de rapporter les résultats aux concepteurs, ça prenait 6 mois. Évidemment, vous allez me dire que 6 mois, la Terre a le temps de changer, Trump a le temps de faire 3000 tweets. Aujourd'hui, grâce à tout l'investissement de R&D qu'on a fait, on est rendu à 4 jours. Donc, on est capable de collecter de l'information le lundi, mardi et de rapporter le jeudi des résultats très, très précis aux concepteurs. Donc, et ça, on pense, avec la recherche, notre planification de recherche sur les 4 prochaines années, on est capable de ramener ça à 24 heures. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de recherches fondamentales à accomplir, mais à terme, l'idée, c'est d'être capable d'arriver avec des visualisations qui permettent de répondre à des questions très précises. Quand on investit des millions de dollars dans une refonte, dans une transformation numérique, pensez à la Banque nationale, là, qui a changé après 14 ans tout l'environnement bancaire. Quand on investit autant pour s'assurer que ça fonctionne, d'investir en tests utilisateurs, ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous présente 5 questions qu'on me pose souvent et je vais vous présenter des exemples de projets pour chacune de ces questions-là. Donc, je vous explique les questions d'abord. D'abord, quel est le parcours réellement vécu par mes utilisateurs? Et le mot « vécu » est important ici. L'idée, c'est que ce n'est pas le parcours perçu, ce n'est pas celui qui va dire après, mais le parcours qui vit intérieurement, automatiquement et inconsciemment durant son expérience. Vous savez, notre utilisation de la technologie est tellement inconsciente. Essayez de penser le nombre de fois que vous avez regardé votre téléphone mobile depuis ce matin. Vous ne serez pas capable de me le dire. Notre utilisation, on appelle ça de la phénoménologie. C'est comme si c'était une extension de notre corps. Et on n'est plus capable de se rappeler réellement de notre utilisation et ce qu'on a fait. Donc l'idée, c'est de voir le vécu. Qu'est-ce qu'ils ont réellement vécu dans l'utilisation? La deuxième question, c'est d'où proviennent, quelle est la source des émotions? Qu'est-ce qui génère l'émotion dans l'écran? Donc je vais vous donner un exemple pour ça. Ensuite, de la comparaison A-B. C'est de comparer parmi les prototypes, lequel génère une meilleure expérience. Ensuite, de voir est-ce que tous mes utilisateurs génèrent la même expérience, puis est-ce que des groupes d'utilisateurs, donc on parle souvent de personas, mais est-ce qu'on est capable de voir des personas physiologiques dans l'expérience? Et ensuite, de se comparer à des concurrents, donc de faire un peu de l'étalonnage, du benchmarking. Donc, je dirais que c'est les 5 questions qu'on me pose le plus souvent lorsqu'on vient faire des tests au laboratoire. Donc, première visualisation, on va parler d'un parcours utilisateur physiologique. Des parcours utilisateurs, peut-être que vous en avez déjà fait et que c'est un outil vraiment utile lorsqu'on vient pour interviewer l'utilisateur puis tenter de qualitativement tracer son parcours émotionnel ou cognitif. L'idée ici, c'est d'en constituer avec la donnée physiologique, ce que vivent vraiment les utilisateurs. Donc, en axe des Y, on va avoir l'activation. Rappelez-vous, là, on le mesure dans la paume de la main. Et ensuite, la taille des bulles, ici, ça va être la valence. Et plus c'est gros, plus c'est négatif. L'idée ici, c'est qu'on cherche des bulles qui sont grosses et hautes. Parce que si j'ai une valence négative, donc si j'ai un déplaisir et que j'ai une forte activation, bien, c'est de la frustration. Et ce qu'on cherche ici, c'est qu'on veut identifier des points de friction. On veut identifier dans le parcours utilisateur, ils sont où les éléments à modifier qu'on voudrait éventuellement changer pour rendre l'expérience plus optimale. Donc, prenons un exemple de l'épicerie en ligne. On a fait un test le printemps dernier où on a comparé différents sites de commerce électronique d'épicerie en ligne au Québec. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on donnait carrément une carte de crédit aux participants. On leur disait, ben, achète-toi pour 60 $ de nourriture pour la semaine, fais-le livrer chez toi. Donc, une expérience complètement authentique. Là. Ils faisaient leur propre épicerie au laboratoire. On les mesurait pendant 1 heure. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, ce que vous avez ici, en axe des Y, donc ça, c'est un participant. Okay? Donc, en axe des Y, on a l'intensité vécue par la personne. Et donc, plus on est haut, plus on a d'intensité. Et ensuite, la grosseur des points. Là, évidemment, il y a beaucoup de points, là, fait que c'est difficile de voir la grosseur, mais ici, essentiellement, la grosseur voudrait dire la valence. Donc, plus on est haut, plus c'est gros, plus c'est de la frustration. Et ce que ça permet de faire, on a développé un algorithme, grâce à nos
3000 utilisateurs et notre bibliothèque d'émotions, un algorithme qui tente de prédire qu'est-ce qui serait susceptible d'être un point de friction. Et ensuite, on va le voir. Et on lui donne un label. On essaie de comprendre, on regarde ce qui se passe un peu avant, puis on essaie de le nommer, le point de friction. Donc, par exemple, ici, là, ce participant-là, vous voyez, le code de couleur correspond à la page qu'il est en train de faire. Donc, par exemple, en vert, c'est vraiment sa recherche, son magasinage. Et ici, on est plus dans le côté checkout. Donc, on est capable de suivre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de vivre. Et, par exemple, ici, il y a eu la difficulté à s'inscrire au début avec son compte courriel. Et il ne sait pas trop quoi faire avec la barre de recherche. Il y avait eu un problème avec les filtres. Donc, tous ces éléments-là d'écueil, ce sont des éléments qui ressortent des données parce qu'on tente de prédire, selon les données qu'on a, où pense qu'il y a un moment auquel l'utilisateur a eu un point de friction. Un des résultats les plus, en fait, qui m'a plus surpris de ce projet-là, c'est qu'on les interviewait à la fin, les gens, parce que c'est important, la qualitative, pour tenter d'expliquer les résultats. Là. Un des points importants là, de ma conférence, l'idée, c'est qu'on veut ajouter. Là, on n'est pas là pour enlever l'importance de d'autres mesures, et on va les interviewer à la fin, et on leur demande leur expérience. Et on a comparé les écueils qu'on a trouvés, nous, dans les données, et les points de friction rapportés par les utilisateurs. Et c'est du 20-80. Les gens ne se rappellent pas d'à peu près 80% des écueils qu'ils ont réellement vécu. Puis c'est correct, je veux dire, à la fin, l'important, c'est le exit attitude, c'est l'attitude que les gens ont eue, puis la perception qui va driver leur comportement. Mais nous, comme concepteurs, on veut avoir de l'information précise sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais changer, qui pourrait vraiment réduire, puis baisser. Essentiellement, on voudrait avoir une expérience beaucoup plus tolérable. On n'est pas en train de faire du jeu vidéo, là, on n'est pas là pour exciter personne. On veut juste que ça soit facile et qu'on soit capable de finir sa transaction sans avoir d'écueils importants qui vont amener la personne à décrocher. Même chose ici, là, la personne nous dit « Oui, j'ai aimé ça, la recherche. » Mais regardez, là, clairement, il y a un moment là, que ça ne marchait pas, là, et ça n'en rappelait même pas. Ici, là, juste avant, ici, là, aucun stress, oui, ça a bien été, la carte de crédit. Non, pas du tout, tu as eu clairement un problème à le réaliser. Donc, tout ça, ici, c'est un premier élément de réponse sur le côté émotionnel. Mais il n'y a pas juste l'émotion, il y a la cognition. On l'a vu tout à l'heure avec la dilatation de la pupille. Et comment on peut s'informer de la cognition? Donc, dans certains types d'applications, on parlait des applications métiers tout à l'heure, c'est le cas. On veut que ça soit facile à utiliser, facile à apprendre. Et il y a un contexte super intéressant qui nous a été amené par Deloitte, qui participe à beaucoup d'implantations de logiciels en organisation. Et beaucoup de ces logiciels-là, maintenant, ce sont des logiciels infonuagiques, Software as a Service, qui vont évoluer dans le temps et dont de nouvelles fonctionnalités vont devenir disponibles aux utilisateurs à différents moments. L'idée, souvent, c'est qu'ils vont être relâchés pour des milliers d'utilisateurs en même temps. Puis comment bien préparer les choses pour s'assurer que les gens puissent les utiliser, qu'ils soient faciles à utiliser. Donc ici, même chose, on va regarder un parcours utilisateur cognitif. C'est l'axe des Y va être la charge mentale. Et on s'intéresse toujours donc à des points de friction. On va s'intéresser à des points où les gens ne sont pas très heureux et qui génèrent donc d'un certain niveau de difficulté d'utilisation, comme des points d'intérêt où on pourrait éventuellement modifier notre approche ou mieux former les utilisateurs. Donc, l'exemple de ce projet-là, c'est avec Workday. Peut-être que vous connaissez l'application, un logiciel qui est de plus en plus utilisé en organisation, donc une application infonuagique de gestion des finances et des ressources humaines. Ce qu'on a fait ici, même chose, avec des utilisateurs, on a regardé leur parcours lors de l'utilisation de différentes fonctionnalités pour tenter de voir précisément des moments où l'utilisateur, clairement, la charge mentale augmente, là, un 14 x 17 qui arrive là, sur des éléments nouveaux. Donc, l'idée, c'est, le contexte, c'est que si vous êtes utilisateur, il y a des milliers d'utilisateurs de votre application, du jour au lendemain, une nouvelle fonctionnalité arrive, mais on veut que cette fonctionnalité-là coule d'elle-même, là, que l'utilisateur puisse facilement l'apprendre, que ça soit facile pour lui là, de mobiliser la nouvelle fonctionnalité dans le logiciel. Mais ces points-là, pour une firme comme Deloitte, c'est essentiel. L'idée, c'est d'accompagner le client, d'être capable de lui dire, peut-être qu'il ne pourra pas modifier
l'interface. Souvent, dans les applications infonuagiques, on hérite de ce qui est fait par l'organisation, mais au moins le savoir d'avance peut nous aider à préparer une bonne stratégie d'accompagnement et de gestion du changement auprès des utilisateurs. Sinon, éventuellement, c'est d'être capable de modifier l'interface et d'être capable d'ajuster et de rendre la fonctionnalité plus facile à utiliser. Je vais revenir sur cet exemple-là dans un instant à comparer dans des tests A/B des fonctionnalités. Mais vous voyez un peu le même principe. On a ici, là, par exemple, une recherche dans une barre d'outils non fructueuse, par exemple, qui génère là, un certain niveau de questionnement par l'utilisateur dans sa facilité d'utilisation, des difficultés d'utilisation du menu, de retrouver la page d'accueil. Donc, tous des éléments qui, d'un point de vue d'utilisabilité, pourraient être améliorés. Deuxième question. La source de la cognition puis de l'émotion. Donc, d'où provient, là, donc mon image ici veut suggérer qu'on cherche la source de la rivière. Même chose dans une interface. C'est beau de savoir à quel moment on génère une expérience qui est non compatible avec celle qu'on veut créer, mais qu'est-ce qui, dans l'interface, c'est quoi l'élément graphique qu'il génère? Et pour faire ça, on va faire une petite expérience ensemble. Je vous disais, un de mes partenaires, c'est Sobase, leur site de commerce en ligne. Et vous avez peut-être déjà utilisé leur interface pour préparer un repas à la maison. Donc, plein de belles recettes de Ricardo, entre autres, là. Et je sais qu'on est tard dans la journée, là, je vais vous mettre en appétit. Mais essayez de vous imaginer ce soir en train de préparer cette magnifique frittata méditerranéenne. Et je vous laisse quelques instants pour regarder la recette. On voit rien. Hein? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test avec une vingtaine d'utilisateurs et on leur a demandé cette question-là pour regarder où se pose leur regard au moment de préparer la recette. Et voici la conclusion. Donc, avec un outil qui se nomme un oculomètre, on est capable de créer des cartes de densité oculométrique, donc des densités de fixation, et ça nous informe en moyenne où se pose le regard des utilisateurs. Ici, dans cet exemple-là, ce qu'on voit, c'est que, aux surprises, et là vous allez me dire, mais c'est tellement d'argent pour apprendre quelque chose d'aussi futile, les gens, lorsqu'on leur dit de regarder une recette et de préparer la recette, lisent la recette. Hein? Donc vous pouvez voir, là, le regard en moyenne se porte surtout sur les éléments de l'instruction. Mais le vrai résultat dans cette page-là, c'est pas ça, c'est ici, dans la photo. Vous voyez que finalement, les gens regardent très peu l'image. Hein, se concentrent sur la recette, tentent d'imaginer la difficulté, s'ils ont tous les ingrédients. Finalement, la photo n'est pas tellement utilisée. Et peut-être, hein, si on était appelé à aider Sobase à améliorer sa page de recette, peut-être qu'une suggestion, ce serait de réduire la taille de la photo, peut-être mettre plus d'emphase sur le texte, essayer de le décomposer, pour être une avenue. N'est-ce pas? Mais ce serait finalement de prendre uniquement les pas dans la neige. Parce que ici, c'est des pas dans la neige. On sait juste où la personne est passée, on voit ses pas, on n'a aucune idée de ce qu'elle vit. On ne comprend pas réellement ce qu'elle a vécu intérieurement en regardant, en traversant la clairière. En principe, oui. Oui, ben, l'instruction, c'était de lire cette recette-là. Fait que oui, effectivement, en oculométrie, le résultat est en lien vraiment avec l'instruction qu'on donne aux participants. Donc, ce qu'on a comme réponse, qu'on a développée au laboratoire, c'est une technologie qui permet de trianguler l'information et de prendre l'information oculométrique et de la trianguler avec d'autres formes d'information. Et dans ce cas-ci, l'émotion faciale du participant. Et ce qu'on va avoir dans la prochaine slide, c'est on va joindre l'information de où se porte le regard avec quelle est l'expérience vécue au moment où le regard s'est porté à cet endroit-là. Et vous allez voir, l'histoire est complètement différente. La photo est super importante. Les gens ne la regardent pas longtemps, mais c'est ça qui crée l'émotion positive dans la page. C'est peut-être ce qui a convaincu les gens de rester dans la page. Right? Après ça, lorsqu'ils sont arrivés dans la recette, il est arrivé toutes sortes d'affaires. Là. Les gens peut-être l'ont trouvé compliqué, il n'y avait peut-être pas les ingrédients, qui sait. Là, hein? Donc, la solution ne passe pas par la photo. Hein? Elle joue un rôle super important à créer cette expérience positive dans la slide. Donc ici, ce que vous avez là, c'est donc l'émotion lors de la fixation. Et ça, on l'a là, 200 fois par seconde. 200 fois par seconde, on marie l'information émotionnelle et on crée cette nouvelle représentation graphique-là.
La solution pour Sobase a été de garder la photo, de garder le texte, mais de créer une autre information iconographique qui permet de rapidement comprendre la complexité et le temps requis pour la recette. Et ça change complètement l'expérience. Donc, le message ici, là, c'est que regarder uniquement les pas dans la neige, ce n'est pas suffisant. Oui, c'est informatif, mais ça peut mener à la mauvaise décision si on ne comprend pas vraiment ce qu'a vécu l'utilisateur lors de l'expérience. Donc, c'est la deuxième portion, là, la source de l'émotion et la cognition, grâce à une technologie qu'on a, on a soumis un brevet là, pour cette nouvelle technologie-là qu'on a développée au laboratoire. Troisième question, c'est des tests A/B. Hein? Lequel de mes prototypes génère la meilleure expérience utilisateur? On m'a proposé de l'eau tout à l'heure, puis je pense que j'aurais dû dire oui. Merci beaucoup. D'accord. Donc, lequel de mes prototypes génère la meilleure expérience utilisateur? Eh bien, ça, vous avez sûrement déjà dans votre pratique fait ce genre d'exercice où on a plusieurs versions d'un même site, d'une même application. Et là, on tente de savoir lequel. Et souvent, ça finit par des discussions importantes, peut-être un peu perceptuelles, subjectives, tout le monde a sa perception, sa meilleure couleur. L'idée ici, c'est que ce qu'on veut faire, c'est d'utiliser des données empiriques, ce qui est réellement vécu, et d'être capable de fournir une manière pour les concepteurs de s'appuyer sur ce que vivent vraiment les utilisateurs pour prendre la décision. Essentiellement une représentation qui pourra animer et venir arbitrer de longs échanges sur quelle est la meilleure version. Pour faire ça, un peu comme disait Benoît ce matin, il n'y a pas juste les consultants qui aiment les 2x2, je cherche Benoît des yeux. Il n'y a pas juste les consultants qui aiment ça, les matrices, nous aussi et vous aussi. Et l'idée, c'est de mettre ensemble des données. Donc, ce qu'on va faire pour comparer des choses, on va mettre ensemble deux axes. Vous vous rappelez tout à l'heure, en vert, on a la valence émotionnelle, donc le plaisir, de déplaisir à plaisir. Et on va mettre en axe des Y, cette fois-ci, l'intensité. Ce qui va faire que ça va créer des cadrans. Peut-être que vous avez déjà vu, ça s'appelle un circonplexe émotionnel, ce type de représentation-là. Et l'idée, c'est qu'il y a des zones dans ce cadran-là qui sont des no man's land. Ah, merci beaucoup. Si vous faites des jeux vidéo, là, oui, vous voulez être en haut à droite, vous voulez créer de l'excitation, être heureux. Mais je ne sais pas à quel point ici, il y a beaucoup de concepteurs de jeux vidéo, vous êtes peut-être beaucoup dans les applications d'affaires qui sont instrumentales, des contextes où c'est pas qu'on veut générer nécessairement de l'excitation. On veut surtout éviter d'être dans ce cadran-là. On ne veut pas créer un contexte où on est malheureux et excité en même temps parce que ça, c'est de la frustration. Okay? Ça, c'est le no man's land du UX. Là. Ça ici. Là. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est on veut surtout d'éviter d'être là. Et on risque de créer, lorsqu'on fait des applications instrumentales, là, qui ne sont pas nécessairement hédoniques, là, de se retrouver ici. Là. Le sweet spot, là, après de nombreux tests, là, c'est quelque part sur le fait que c'est pas qu'on rend les gens heureux. Là. La question, c'est de surtout pas les frustrer et de rendre l'expérience minimalement tolérable. Oui, dans l'absolu, là, on voudrait les rendre heureux, là. Mais lorsque c'est le temps de faire une réclamation d'assurance en ligne, c'est pas ça là, le but. Là. On ne veut surtout pas ajouter une frustration à quelque chose qui est déjà instrumental. Okay? Donc, on utilise ce cadran-là pour comparer les choses d'un point de vue spatial. Et je ne peux pas vous dire c'est quoi les données que je montre présentement, mais disons que j'aurais deux applications. L'idée ici, c'est d'être capable de contraster les applications et les tâches réalisées pour ces applications-là. Donc, par exemple, ici, là, dans chacun de mon A et mon B, mon A est en bleu, mon B est en vert, et j'ai différentes tâches que j'ai fait faire durant mon test utilisateur par 12 sujets, et je suis capable de ramener qu'en moyenne, par exemple, la tâche 1, elle est vraiment dans le sweet spot. Elle génère un niveau relativement neutre d'excitation, peut-être un petit peu négatif au niveau de la valence, mais lorsqu'on compare à la tâche 1 ici, ça n'a rien à voir. Là. La tâche 1, elle, génère littéralement un niveau de frustration peut-être pas adéquat pour l'expérience vécue par l'utilisateur. Et l'idée, c'est d'être capable d'avoir un genre de radar, un genre de représentation graphique qui nous aide en équipe à prendre des décisions éclairées sur ce qu'a vraiment vécu notre utilisateur dans l'expérience. Donc, une manière de représenter les choses, dans ce cas-ci, avec une application web, mais rappelez-vous, je vous parlais tout à l'heure d'expériences vécues par des employés dans le contexte d'application d'affaires. Hein, le UX d'employé, c'est peut-être le Klondike, c'est peut-être là qu'il y a le plus d'argent à faire, là, parce que quand c'est le temps de déployer auprès de milliers d'utilisateurs des
des systèmes, il y a beaucoup d'argent à aller chercher en change management, là. Puis du change management, de gestion de changement, c'est pas juste de faire des slides puis de la communication, c'est d'anticiper où vont être les problèmes. Et ce qu'on a fait dans le contexte du test avec Workday, le même test que je vous présentais tout à l'heure, à quel moment les gens avaient de la difficulté à interagir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé deux manières de relâcher la même fonctionnalité. On a manipulé le design, on a manipulé essentiellement la manière dont l'utilisateur allait pouvoir utiliser la fonctionnalité. Et ce qu'on a ici, c'est une représentation qui nous permet de voir que la version A, ici, donc on a la charge cognitive en Y, la valence. Donc, ici, la version A qui était plus difficile au départ, on voit qu'on a été capable, avec la nouvelle fonctionnalité, de venir essentiellement rentrer dans la courbe d'apprentissage. La nouvelle fonctionnalité qui arrive en orange, là, elle est non seulement plus facile à utiliser que ce que les utilisateurs utilisaient déjà, mais elle vient s'insérer là, naturellement dans un flot normal d'apprentissage de l'utilisateur. Pour l'utilisateur, là, c'est du quotidien. Là. Il voit la nouvelle fonctionnalité, puis rapidement est capable de l'utiliser sans trop d'efforts. Dans l'autre contexte là, qu'on est en train de mesurer, on voit que la nouvelle fonctionnalité génère énormément plus de charge mentale à l'utilisateur. Donc, encore là, ici, là, une manière très graphique de venir représenter ce que vit l'utilisateur dans son quotidien et d'amener l'équipe de design à faire un choix éclairé, s'appuyer sur de la donnée empirique pour prendre sa décision. Prochaine question, est-ce que nos utilisateurs vivent la même expérience? Puis la réponse, vous la savez déjà, c'est non. Hein? On utilise les personas pour concevoir un peu avec cette idée-là que l'expérience est plurielle et on a besoin de concevoir peut-être différents besoins et que notre application va devoir remplir plusieurs besoins pour différentes personnes. Et il y a des techniques pour développer des personas de manière qualitative par la recherche utilisateur. Et ce que je propose ici là, est en rien une critique à cette approche-là. L'idée, c'est de venir complémenter et en mesurant ce que vivent vraiment les gens et en utilisant des approches plutôt avancées en statistique pour venir regarder si les gens, dans leur parcours utilisateur, si on trouve des formes dans le signal qui se ressemblent et qu'on serait capable de peut-être plus rapidement avoir une meilleure idée sur ce que vivent les gens, de les regrouper entre eux pour mieux préparer un déploiement. C'est ça ici, là, de prendre la donnée, d'être capable de la segmenter. Un des projets sur lesquels on a travaillé l'année passée, c'est l'autonomisation des utilisateurs, un de nos partenaires, Vidéotron. C'est très important là, de rendre autonome l'utilisateur, surtout lorsqu'on vient pour toucher au modem ou au routeur. Vous savez, si on débranche le routeur à la maison, après ça, on n'a plus d'Internet. On ne peut pas chercher sur Google ou chercher sur le site du site web, du service à la clientèle pour répondre à notre question. Donc, d'être capable de comprendre de quelle manière un utilisateur face à une problématique, d'être capable d'anticiper quel genre de problème il va avoir, dans l'optique, évidemment, de rendre autonome, puis peut-être de réduire le nombre d'appels au service à la clientèle. Et ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'essentiellement, on a, de manière physiologique, fait émerger différents types de personas pour nous informer de différentes heuristiques. Hein, et là, j'ai caché le nom des personas, mais essentiellement, lorsque c'est le temps de changer l'appareil, il y a plusieurs types de personnes, dont du monde qui vont ouvrir la boîte, qui vont le brancher, qui ne vont jamais lire les instructions. J'imagine que les gars se reconnaissent là-dedans. Et des gens plus systématiques qui vont ouvrir la boîte puis qui vont lire les instructions. Et vous allez me dire, c'est beaucoup d'argent pour finalement en revenir au fait qu'il faut que les gens lisent les instructions. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui arrive si la personne ne lit pas, puis commence son processus, puis à quel point la détresse va embarquer rapidement et que le taux d'échec va chuter nettement. Là. Donc, tout ça, l'idée, c'est de comprendre quelles sont parmi les étapes, celles qui sont vraiment les plus cruciales, là, qui risquent de faire déraper l'expérience et qui pourraient, sur lesquelles on devrait investir nos ressources pour rendre l'expérience plus facile, pour être capable d'anticiper où vont être les problèmes, si ce n'est que de préparer le service à la clientèle, dire cette étape-là, là, c'est là qu'on voit le plus de détresse dans l'interaction, ou d'être capable, dans le matériel, créer du visuel qui va clairement attirer l'attention sur les étapes les plus problématiques. Je termine par la comparaison. C'est quelque chose qui
et beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Et dans l'absolu, de se mesurer soi-même, ben, c'est difficile si on n'a pas de point d'étalon. Et on a mené dans le passé plusieurs études comparatives. Hein. C'est quoi l'expérience que vivent mes utilisateurs par rapport à la même expérience sur le site du concurrent ou dans l'industrie? Et les mêmes représentations que j'avais tout à l'heure s'appliquent. Donc, par exemple, on a fait une étude, encore ici, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agissait, mais l'ancienne version du site était clairement dans le no man's land. Là. On avait vraiment une expérience, disons, plutôt frustrante par rapport à une expérience du compétiteur le plus proche, qui était considéré le standard, où on a cette expérience-là tolérable, qui ne crée pas disons, les écueils que créait notre ancienne version. Et grâce à une cycle d'itération, on les a mesurés, on les a amenés doucement vers le compétiteur. Donc, en termes d'expérience, de benchmarker puis de mener dans un radar, l'idée, c'est que tout le comité de gouvernance du projet de transformation numérique avait cette carte-là pour être capable de mesurer de manière systématique notre évolution, pour s'assurer que chacun des cycles d'itération converge vers là où on veut se rendre. Donc, encore une idée d'utiliser de manière empirique la donnée pour prendre des décisions éclairées qui s'appuient sur des évidences empiriques. Dernière chose, puis je vous le montre ici parce que on le présente à Montréal, donc j'ai une conférence le 6 novembre. Là, vous savez, c'est un peu le mois du UX, c'est le 9 novembre, c'est notre journée internationale de l'utilisabilité. Et il y a plein d'événements, celui-ci, plein d'autres qui sont organisés. Et on prépare là, nos slides. Fait que je vous en montre une que là, je vous la montre un peu en grande première. Là. On travaille à un peu créer un index, et c'est avec notre partenaire, Deloitte Digital, où on tente de créer un index émotionnel, de réaction émotionnelle pour comparer des expériences. Et vous savez, bon, tous les graphiques que je vous ai montrés, peuvent devenir complexes. Si on veut juste comparer entre eux puis faire un genre de ranking émotionnel, ça peut de ramener ça à une seule valeur, ça a beaucoup d'intérêt. Et donc, on a travaillé avec eux depuis 1 an et on a conçu cette mesure de réaction émotionnelle. Et je vous montre un peu les résultats qu'on a sur un des segments qu'on a mesuré au printemps, qui est le domaine bancaire. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens bancaires dans la salle, mais ce qu'on voulait voir, c'est à quel point, pas juste le domaine bancaire, mais plusieurs autres secteurs, sont capables de transférer le savoir-faire qui a été développé sur le site web principal de l'organisation et de l'amener multicanal et entre autres de le transférer à un contexte sur Instagram. Hein. L'expérience que vous êtes capable de créer sur votre site web, est-ce que vous êtes capable de recréer la même expérience sur Instagram ou est-ce que vous êtes absolument pas capable ou vous la dégradez? Et 2 exemples, là. Par exemple, Scotia BMO, qui d'un point de vue relatif au niveau de l'expérience sur le site web, ont très bien scoré sur notre métrique ici de la réaction émotionnelle. Mais quand c'est le temps de l'année sur Instagram, ça ne marche pas du tout. Là. On voit que les équipes ont réussi à encore trouver la meilleure façon de rendre l'image de Desjardins et de BMO sur Instagram. Tandis que Scotia, c'est l'inverse. Leur fil Instagram, l'expérience vécue par les utilisateurs sur Instagram est franchement meilleure que sur leur environnement web. Donc, une manière d'avoir une comparaison multicanale de l'expérience qu'on veut créer. On veut une expérience éventuellement optimale sur l'ensemble des canaux et d'être capable de comparer entre eux des expériences au sein de la même industrie, mais entre différents canaux. Tout ça, je finis tout ça par essentiellement la technologie qui permet tout ça. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur la question. Nous, on l'utilise au laboratoire, c'est notre outil de travail, mais avec donc HEC, l'Université de Montréal, on est en train de créer ce logiciel-là qui sera bientôt disponible sur le marché. On a signé récemment une entente avec Noldus, qui est un grand distributeur manufacturier dans le domaine, qui est un équipementier très connu dans le domaine des laboratoires, sera le distributeur du produit CubeUX, qui est essentiellement la manière de générer non seulement les visualisations, mais de structurer la donnée qui permet de ce type de visualisation que je vous ai montré au cours de la présentation. Tout le concept, c'est d'être capable d'avoir un environnement info-nuagique où notre fameuse bibliothèque d'encyclopédie émotionnelle et cognitive se retrouve et où les comparaisons et les visualisations sont ensuite générées. Donc tout ça, on en parlera le 6 novembre si vous venez à Montréal.